en Haïti, Madame la représentante de la chargée d'affaires de l'ambassade de France en Haïti, Mesdames, Messieurs les membres de l'ambassadeur américaine en Haïti, consorts et confrères, membres de la presse, Mesdames, Messieurs, à pareille date, tous les ans, les avocats et magistrats du monde, particulièrement ceux d'Haïti, se recueillent pour faire mémoire de leur saint patron Yves Ellory de Kermatin. Cet instant permet également aux professionnels du droit de réfléchir sur les grands défis de la profession, de dénoncer les comportements attentatoires aux valeurs républicaines et de faire des propositions de redressement. C'est un moment pour les avocats, les autres avocats, de réaffirmer leur importance dans la société. Nos observations, nos réflexions, nos recommandations risquent de se perdre comme les fleuves dans la mer en absence du support des autres corps de métier, d'organismes œuvrant dans le domaine de l'appui à la justice, des consoeurs et confrères rompus dans le métier d'avocat et de l'enseignement du droit, du personnel administratif et de soutien. Vous me permettez donc de remercier avec la plus grande déférence Son Excellence, Monseigneur Pierre-André Dumas, qui de façon spontanée avait accepté de célébrer la messe. Au jeune confrère Robinson Grégoire, qui sera ordonné diacre dans un mois, pour sa disponibilité à préparer la messe. Au groupe Clamé du Plan, malgré son absence, qui anime les activités religieuses du barreau depuis longtemps. Je dis également merci de façon spéciale à nos sponsors BRH, BNC, AFPEC, Romba Banco, USAID pour Justice, Cabinet Lissade, Club Indigo, Cabinet Leblanc, Études Notaire Séant, Maître Jean-Renel Sanon. J'exprime déjà ma gratitude aux conférenciers de la semaine qui acceptent de partager leur savoir et leur savoir-faire avec une assistance composée de moins jeunes, de jeunes avocats et d'élèves avocats autour de la thématique la sécurité juridique et judiciaire en Haïti. Je veux citer l'ancien ministre de la Justice, le professeur Henri Mage d'Orléans, le docteur en droit, maître Montferrier d'Orval, l'économiste Édile Laboussière, le vice-gouverneur de la BRH, Georges-Henri Fils, l'ancien ministre de la Justice, maître Bernard Gousse, du conseiller de l'ordre, maître en droit, maître Eugène Pierre-Louis, de l'ancien secrétaire d'État à la réforme de la justice, maître Daniel Jean, de la fille du jubilaire Robert Augustin, maître Rosebert Augustin, de l'encadreur du programme d'assistance légale, maître Pépé Jean Gédreau, et de l'avocat stagiaire, l'un des espoirs du barreau, maître Serron. L'exposition de photos autour du thème sécuriser et renforcer la profession d'avocat, à laquelle vous êtes conviés à la fin de la cérémonie religieuse, est rendue possible grâce à l'expertise et à la détermination farouche du maître en histoire et patrimoine, M. Kesselin bien-aimé. Nous ne pouvons garder en silence la compétence confirmée du photographe Richard Dorméus, de la décoratrice Olga Nora Lorbeau-Marcelin, du peintre Tam, mais aussi la disponibilité de l'équipe de l'exposition formée de maître Ernst Prévost, de maître Audi. J'offre également en guise de remerciement une corbeille de roses rouges aux membres du protocole qui ne marchandent jamais aucun effort quand il s'agit d'être au service de leur barreau. Je veux parler de maître Jacqueline Elie, de maître Flore Lamont, de Marie-Ghislaine Bruffy, Esther Félix, Séide Carole, Alexandra Désir, Agnès Renard, Fénélon Labissière, Léonard Jean-Alfred, Fidélia Dorneval, Maisonneuve Marc-Antoine, Edwin Jean, Eva Emmanuela Bruno, maître Viona Hippolyte, maître Désiré Jean Levelt, Desroches Jean-Henri, Nacha Saint-Fleur, Jerry Pétioc, Carlo J. Nordeus, Roméus Wilkins. Sans le personnel administratif,
rien n'aurait été possible. Un grand merci aux assistantes administratives Tatiana Etienne, Judith Jacques, Natessa Kassayol, Linda Cadet. Au personnel de soutien, j'adresse ma reconnaissance. Je veux parler de Gerda Bierlui, Chéri Rémy, Nesli Blanchard. Le procès de canonisation de Yves Elory de Kermartin a débuté tôt après sa mort. Son œuvre dans la communauté s'est imposée aux autorités de l'Église. Je le crois tout aussi important de remercier dans mes propos liminaires tout ce beau monde qui s'est beaucoup dépensé pour rendre ces activités possibles. Je crois qu'il mérite vraiment notre grande attention. La commémoration de la Saint-Yves cette année se fait autour du thème « La sécurité juridique et judiciaire en Haïti ». Ce thème répond bien au paysage national car il traduit l'état de notre cadre normatif et sa mise en œuvre. Les conférenciers vont débattre pendant 3 jours des sous-thèmes « La sécurité juridique et judiciaire dans un état de droit », la sécurité juridique et judiciaire et l'investissement en Haïti, et la sécurité juridique et judiciaire et la profession d'avocat. Si la sécurité se définit le plus simple possible comme étant absence de danger, ou confiance, tranquillité résultant de cette absence de danger, dans quelle mesure peut-on parler aujourd'hui de l'état de droit? Quels sont les lois et règlements qui se rapportent à la matière, s'il en existe? Comment sont-ils appliqués par nos cours et tribunaux? Je ne vais pas voler la vedette aux intervenants. Je ne pense pas non plus détenir l'expertise nécessaire pour le faire. Au moins, je sais quelque chose. Je sais, et vous savez aussi, que l'état de droit ne se résume pas à la nomination des juges manquants à la Cour de cassation, ni non plus à la prise de fonction du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Je sais. Et vous savez aussi que l'état de droit ne se conçoit pas dans le mépris des normes établies et dans l'intolérance de la liberté de dire ce qui ne marche pas. Je sais. Et vous savez aussi que l'état de droit ne permet pas la confusion des attributions, n'autorise aucune autorité à quelque niveau que ce soit à s'approprier des fonctions autres que celles que la Constitution et la loi lui assignent. L'état de droit œuvre à la stabilité du pays par une justice renforcée et indépendante. L'état de droit incite les investissements des capitaux nationaux et étrangers pour le développement durable du pays. L'état de droit est le socle de l'autosuffisance et de l'autodétermination. Aujourd'hui, la profession d'avocat vit ses moments les plus difficiles. On veut l'asphyxier de toutes parts. C'est une situation d'insécurité juridique et judiciaire. Le Centre de facilitation des investissements, CFIT, est une structure créée par un décret. Son importance n'est pas à questionner. Il peut et doit s'acquitter de sa mission d'encourager des investissements en accompagnant les investisseurs et par là contribuer de façon certaine au développement économique du pays. Le centre de facilitation ne peut se livrer à la constitution de sociétés, voire les revendre aux premiers investisseurs qui arrivent. Il y a non seulement dans cette attitude une concurrence déloyale de cet organisme étatique qui s'approprie un marché réservé aux professionnels du droit, mais il y a également un problème de sûreté nationale. De tels comportements peuvent tout aussi bien faciliter le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le CFI se doit d'encourager, de soutenir le projet en cours de finalisation de son ministère de tutelle, le ministère du Commerce et de l'Industrie, celui de guichet unique pour la création d'une société anonyme en 10 jours. La sécurité juridique exige l'existence en tout temps et en toute matière des cadres normatifs référents de toute activité. Un autre organisme de l'État, l'Institut du bien-être social et de recherche, IBERS, de façon prématurée mais en application les directives d'une loi encore sous étude à la Chambre des députés. Je n'ose remettre en question les bonnes intentions de l'Institut d'harmoniser notre législation sur l'adoption
à la Convention de La Haye pour une meilleure protection des enfants haïtiens. Mais toute intervention du genre doit se soumettre aux règles de droit établies. L'IDERS ne peut pas réduire le champ d'exercice individuel de la profession d'avocat, le seul reconnu jusqu'à date par le décret du 29 mars 1979. L'avocat doit continuer à exercer librement à ce niveau. J'annonce que les démarches de la Fédération des barreaux d'Haïti pour remettre les choses à point sont porteuses d'espoir. Le directeur du CFI se déclare disposé à nous rencontrer et l'IDERS y paraît tout aussi ouvert. Faire de l'avocat le dénonciateur potentiel de son client, c'est attenter au rôle de celui-ci et à la fonction de défense. C'est créer une déficience systématique à l'égard des cabinets d'avocats et le rôle qu'ils doivent remplir dans un système judiciaire. Obliger les avocats à une déclaration de soupçon reviendrait à changer purement et simplement la nature du secret professionnel et à le priver de tout effet utile. Telle est la position du Parlement et du Conseil européen dans les directives du 4 décembre 2001. La Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg avait déjà décidé dans son arrêt de 1998 dans l'affaire Koch contre Suisse, on ne pouvait diviser et que l'on ne pouvait vérifier a posteriori ce qui relevait ou pas du secret professionnel. Dans la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le gouvernement de la République choisit de réduire l'avocat au stade de délateur. L'avocat est exposé à une peine allant jusqu'à 15 ans d'emprisonnement et à une amende de 5 millions de goudes s'il ne dénonce pas à l'UCREF les soupçons ou les motifs raisonnables de suspecter que les biens ou les fonds de son client sont liés ou associés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Alors que les recommandations de Gafi et les conventions des Nations Unies sur le terrorisme que le gouvernement prétend mettre en application traitent des activités réalisées, accomplies par l'avocat en qualité d'intermédiaire financier de clients. Aucun avocat ne peut encourager le blanchiment des capitaux, encore moins le financement du terrorisme. Nous attendons la réaction de la Chambre des députés face aux recommandations de la FBH qui leur demande de respecter les recommandations de Gafi et non aider l'entreprise chimérique visant à enlever aux barreaux et aux avocats leur rôle de rempart contre l'arbitraire et l'autoritarisme de tout régime exprimant des velléités tyranniques. Le pays vit une insécurité judiciaire. La nomination des juges et commissaires du gouvernement doit se faire dans le respect absolu de la loi sur le statut des magistrats au mieux d'éviter des persécutions judiciaires. L'enquête administrative ou judiciaire ne doit être motivée, décidée que par la loi et la situation. Je déplore encore l'incarcération de personnes détenues en dépit de décisions de justice ordonnant leur libération. Je dénonce également la persécution d'un religieux par un commissaire du gouvernement qui a récupéré un dossier acheminé au cabinet d'instruction en absence d'ordonnance de clôture. Je dénonce également un commissaire du gouvernement qui accuse un avocat de tentative d'assassinat de sa fille alors que l'avocat ne fait qu'assurer avec fougue et énergie la défense de clients. Je dénonce aussi les organisations de défense des droits de l'homme qui laissent leur rôle de vigie pour se substituer à la justice en se faisant justicier et en remettant en question le principe sacro-saint de la présomption d'innocence. Je dénonce aussi le comportement de certains magistrats qui font fi du secret de l'instruction en divulguant leurs moindres décisions et en mettant à la disposition de la presse
des décisions non définitives avant leur communication aux principaux concernés. J'en appelle aussi à la sérénité des consoeurs et confrères en leur rappelant que la presse est un organe de diffusion d'informations et non l'endroit pour plaider leurs affaires. Je reviens aux enquêteurs tant financiers, administratifs que judiciaires pour leur dire qu'ils ont le devoir d'instruire les dénonciations dont ils sont saisis contre quelqu'un de quelque type qu'il soit, ainsi que son appartenance. Si la dénonciation est un devoir civique, tout dénonciateur se doit d'opérer de la sérénité avec le respect dû à l'intégrité morale de la personne incriminée. Le principe de la présomption d'innocence vaut autant pour les autorités publiques, judiciaires, les membres des corps de métier que des associations professionnelles. Le respect de la personnalité d'une autorité publique établie est un signe d'acquiescement à sa cause, encore moins un geste de sympathie, mais convenance oblige. Confrères et consoeurs, la vie de Yves et Laurie de Tréguier est marquée d'un engagement étonnant envers les pauvres à travers sa charge d'avocat et de magistrat pauvre, respectueux des règles de l'art. À l'image de notre saint patron, j'en appelle donc à votre engagement pour lancer le combat de la sécurité et du renforcement de la profession d'avocat, thème retenu pour l'exposition de photos à laquelle vous êtes conviés déjà. Un tel combat exige la remise en question à la politique d'asphyxie de la profession d'avocat exprimée à travers les projets du CFI, de l'IBERS et de la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La dénonciation des imposteurs très souvent arrogants qui investissent la profession. La dénonciation des magistrats nommés en violation de la loi qui décrédibilise la justice. L'encouragement de la formation initiale des élèves avocats et la formation continue obligatoire des avocats, l'adoption d'une loi modernisant la profession d'avocat, la souscription d'une assurance de responsabilité civile, la souscription d'une assurance médicale. Consoeurs et confrères, mesdames, messieurs les magistrats, la situation d'insécurité juridique et judiciaire que vit le pays n'est pas un mauvais sort. Mais s'il en est un, nous devons en être l'antidote. Nous pouvons, par la qualité, l'intégrité, l'indépendance de notre ouvrage, contribuer à un pouvoir judiciaire effectivement autonome, garant des droits et libertés. Nous pouvons contribuer, forger même l'autosuffisance et l'autodétermination de notre cher Haïti. Consoeurs et confrères, magistrats assis et debout, de mon pays, nous devons acheminer vers un pays dans lequel le respect de la loi doit prévaloir sur l'allégeance envers des hommes ou envers un chef suprême. Au nom du barreau de Port-au-Prince, au nom de la Fédération des barreaux d'Haïti dont je suis le président, je dis bonne fête à tous les magistrats, à tous les avocats de la République,